Panne et coupure à répétition, une qualité de la connexion internet qui laisse bien souvent à désirer, sans parler des nombreuses zones blanches qui existent encore. Le numérique et son développement sont sans aucun doute l'un des chantiers les plus importants en cours en Guyane, d'autant que la part des Guyanais qui utilisent quotidiennement internet grandit année après année. Quels sont donc les grands projets à venir pour l'aménagement numérique du territoire et résorber ce qu'on appelle la fracture numérique? Pour en parler, Marie-Lucienne Ratier est notre invitée ce matin. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation, Marie-Lucienne Ratier. Vous êtes la directrice de la SPLANG, la Société publique locale pour l'aménagement numérique de la Guyane. C'est une structure qui a été créée sous l'impulsion de la CTG pour développer, on va dire, le numérique sur le territoire. Et si on vous reçoit ce matin, c'est parce qu'il y a eu des annonces de fête la semaine dernière. J'aimerais déjà qu'on commence par l'accès Internet haut débit et les services de 4 et 5G. Il y a un grand projet en cours dont on a déjà parlé à ce micro, mais j'aimerais qu'on revienne un petit peu dessus parce que c'est quand même quelque chose de très important. Marlink, pour fournir des services à haut débit, est-ce que vous pourriez nous présenter, nous représenter un petit peu finalement ce qui sera proposé? D'accord. Alors, je suis la présidente de la SPLANG, donc voilà. Concernant la couverture des réseaux numérique en Guyane, nous avons donc signé les 2 délégations des services publics. C'est ce que j'avais annoncé la dernière fois. Oui. Tout d'abord, c'est la DSP dite FTTH qui va permettre en fait de couvrir les littorales en fibre optique et aussi. FTTH me permet juste, de faire une petite interruption pour que tout le monde ne soit pas largué dès le début. Exactement. Voilà, c'est une technologie de raccordement en fibre optique à l'abonné pour qu'il reçoive directement la fibre chez lui. Exactement. Voilà. C'est la fibre pour les particuliers. Oui. Parce qu'on peut aussi parler des FTTO, c'est la fibre pour les entreprises et les administrations. D'accord. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous annoncer en fait que nous avons déjà réalisé 9300 prises raccordables avec notre délégataire Yana Fibre, avec un objectif des 15 000 d'ici la fin de l'année et à 35 000 d'ici 2026. Avant la fin de mon mandat. Ça, c'est sur tout le territoire guyanais ou bien vous avez ciblé des zones en particulier sur la partie littorale? Voilà, littorale, des Saint-Laurent-du-Maroni jusqu'à Saint-Georges-de-l'Oyapock. Oui. Et par contre, la deuxième DSP que nous avons signée, c'est la DSP satellitaire. Oui. Les travaux ont commencé donc il y a quelques mois et les buts, c'est de permettre aux opérateurs privés de commercialiser les accès des très haut débit par satellite à un tarif similaire à un abonnement fixe à l'intérieur de la Guyane et aussi en fait sur toutes les zones du territoire qui n'aura pas accès à la fibre optique. Voilà, notre ambition c'est de rendre en fait les prises disponibles dès 2024, c'est-à-dire que dès 2024, les communes de l'intérieur vont pouvoir enfin avoir du très haut débit par satellite. Voilà. Donc en fait, pour résumer, haut débit pour le littoral via la fibre, au débit pour l'intérieur et les communes isolées avec le satellitaire, c'est bien ça? Avec le satellitaire, oui. Voilà, tout à fait. Donc aujourd'hui, si vous voulez, qu'en tant que présidente de la SPLANG, il s'agit d'une délégation qui ont été signées par la CTG, mais la SPLANG est missionnée en fait pour la mise en place et accompagner également les opérateurs qui ont été pas choisi, je ne veux pas dire choisi, qui ont remporté en fait le marché. Oui. Donc en ce qui concerne le FTTH, c'est Yana Fibre et satellitaire, c'est Marlink. Voilà. Pour Marlink, est-ce que, vous ne craignez pas qu'il soit directement en concurrence avec Starlink, puisque on sait très bien que Starlink est arrivé en Guyane il y a un petit peu moins d'1 an maintenant et qu'il propose finalement des services à peu près similaires à ce que proposera Marlink, avec du coup une année de retard par rapport à eux. Tout à fait. Moi, j'ai tendance à dire que plus il y a des concurrents, mieux c'est. Parce que ça va permettre à la population de pouvoir choisir l'offre qu'ils veulent déjà, et d'une part, et d'autre part, tout en sachant qu'aujourd'hui l'offre Starlink, c'est une offre digitalisée. C'est-à-dire que déjà, nous avons un problème de couverture des réseaux et que pour pouvoir accéder à l'offre Starlink, il faut se connecter en ligne, il faut avoir une carte bancaire et ils n'ont pas un service après-vente sur place et aujourd'hui, et pour accéder également à leur offre, il faut d'abord débourser 400 € pour acheter donc l'antenne satellitaire et à 70 € par mois. Et je disais tout à l'heure que l'offre qui est proposée par la SPLANG via Marlink, ça sera un très haut débit et qu'au niveau des coûts, en fait, ça sera similaire comme la fibre optique que nous payons aujourd'hui
sur Cayenne ou Ouais. sur Quand vous parlez de Saint-Laurent-du-Maroni. coût, ça veut dire l'abonnement, finalement, le prix de l'abonnement voilà, sera à peu près identique pareil, et similaire. Identique Ouais. et similaire. Comment Voilà. est-ce que ça marchera? Je suis un habitant de Maripasoula, par exemple, j'ai envie d'utiliser Marlink. Très, très concrètement, ça va ressembler à quoi? Alors, si vous voulez, aujourd'hui, Marlink a déjà un service qui commercialise déjà la Splunk Box, qui est quand même un Internet haut débit via satellite et avec un coût, un prix d'accès de 29,90 € jusqu'à 99 €, tout dépend de ce que vous voulez, tout en sachant que tout ce qui se passe par satellite, ça coûte quand même un peu plus cher. Ouais. Mais l'objectif en fait de la DSP satellitaire, justement, c'est de réajuster ces prix, permettant à la population de pouvoir payer moins cher à équivalent des clients sur Cayenne. Oui. Et aujourd'hui, vous avez déjà la possibilité de souscrire la Splunk Box en appelant un numéro des services clients qui existe. Je l'ai pas en tête et que nous avons des commerciaux en fait qui se déplacent sur place et qui va vraiment regarder l'éligibilité de votre ligne déjà d'une part et de vous fournir une antenne via satellitaire qui va vous permettre d'avoir un accès Internet. Les travaux, là, sont en cours. On peut espérer une mise en service d'ici 2024, l'année prochaine. Exactement. Début d'année, fin d'année, on arrive à savoir à peu près. Trimestre 2024. Premier trimestre. Voilà. Pour combien d'usagers est-ce qu'on arrive à peu près à savoir combien seront éligibles? Alors, l'objectif d'ici fin 2026, ça sera 10 000 prises. D'accord. Voilà. Marlink, donc, on en a dit quelques mots, d'autant que, et vous l'avez rappelé, Marlink s'est vu attribuer un contrat de délégation de service public. Autre annonce qui a été faite la semaine dernière, Marie-Lucienne Ratier, c'est la mise en place de ce câble sous-marin pour connecter la Guyane au Brésil et à l'Europe. On en a beaucoup entendu parler. Il s'agit de quoi? C'est pour quoi faire exactement? D'abord, d'une part, on parle tout le temps de la souveraineté. Ouais. Voilà. Aujourd'hui, l'ensemble des câbles que nous avons aujourd'hui passent par donc Cayenne, les Kanawha passent des Cayenne, Cayenne-Ouakuru jusqu'à Saint-Barthélemy, si je ne me trompe pas, ou à Saint-Martin. Et puis il y a un autre câble en fait qui est un consortium de Orange et Digicel qui passe par le Suriname jusqu'aux États-Unis. Et en sachant également, il y a l'autre câble qui arrive en fin de vie, Americas 2, et qui passe également par les États-Unis. Oui. Et l'objectif en fait est des deux sur l'achat des câbles sous-marins. Nous sommes en phase des consultations aujourd'hui, d'analyse des offres pour la conception de la construction d'un câble sous-marin, et en sachant que ce câble va partir du Brésil en passant par la Guyane et la Guyane-Portugal. Voilà, ce qui nous va permettre véritablement aujourd'hui d'abord, d'une part, d'augmenter la capacité, tout en sachant qu'on parle beaucoup des data centers concernant la Guyane, et c'est sécuriser également l'accès physique, c'est-à-dire ne passe pas par les États-Unis, mais c'est l'Europe à l'Europe, et aussi favoriser aussi les offres des services, c'est-à-dire que permettant aux opérateurs de pouvoir racheter des câbles backup, je peux dire ça, un backup, et aussi en fait des revoir avec des prix pas très chers, et c'est ça, et c'est surtout c'est que la fierté en fait de la Guyane, c'est de pouvoir véritablement proposer un accès sécurisé à la population guyanaise, à l'Europe et aussi aux pays voisins comme les Antilles. Pourquoi plus sécurisé que ce qui existe actuellement? Parce que ça passe pas par les États-Unis. Donc les données fait Europe, voilà. Et donc là, Brésil, Guyane, Portugal et tout le reste de l'Union européenne. Voilà, exactement. On en est où là pour l'instant? Est-ce qu'on a une date à peu près? Alors justement, comme je disais tout à l'heure, que nous sommes en phase, en cours d'analyse des offres pour la conception et la construction. Et normalement, j'ai un rendez-vous avec les deux sociétés qui ont répondu à l'appel d'offres le 5 octobre, et avec un objectif de démarrer en fait les travaux d'ici l'année prochaine. Oui, parce que là, ce sont quand même des gros travaux. On parle d'un budget de 61 millions d'euros. 61 millions d'euros, j'allais dire milliards. Non, millions, on va s'arrêter à millions d'euros. Avec l'accompagnement quand même des fonds FEDER. Oui. Il y a aussi une recette, c'est ce qu'on appelle les recettes en fait. C'est des personnes ou des pays qui sont susceptibles aujourd'hui de racheter de la capacité justement au niveau des câbles des 38 millions d'euros. Donc là, on parle bien d'Internet. Ça veut dire qu'ensuite, les opérateurs qui travaillent en Guyane viendront se brancher, entre guillemets, à ce nouveau câble qui passera en plein océan. En plein océan. Il n'y a pas que les opérateurs d'ailleurs, il y a aussi les départements. Par exemple, il y a la Martinique qui nous a émis un souhait de vouloir racheter de la capacité de se raccorder sur ces câbles. Il y a le Brésil qui nous a également aussi demandé, sollicité. Il y a le Portugal qui nous ont également sollicité. Il y a Saint-Martin
il y a Saint-Barthélemy, il y a la Guadeloupe. Donc, et puis il y a les autres opérateurs privés. Donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, avant même qu'on lance les travaux, nous avons déjà un certain nombre des acteurs qui veulent absolument travailler avec nous. 60 millions d'euros, 61 millions, il vous manque à peu près la moitié des fonds, c'est bien ça? Nous avons aujourd'hui, en fait, en tout, avec un accompagnement des 38 millions d'euros, et le reste, je pense qu'on va pouvoir le trouver. Alors, vous avez aussi annoncé, Marie-Lucienne Ratier, la semaine dernière, qu'il y aurait du changement pour la couverture du réseau mobile, faire en sorte qu'il y ait moins de zones blanches, notamment sur les RN1 et RN2. Est-ce que vous avez un objectif, des objectifs précis, que d'ici telle date, on puisse circuler sur tout le littoral guyanais en ayant une bonne qualité de réseau mobile? Exactement. Normalement, il s'agit en fait d'un projet qui existait de l'État depuis 2015. Et lorsque je suis arrivée à la CTG en tant qu'en charge du numérique, développement numérique, j'ai ressorti ces dossiers parce que je trouvais que c'était très important. Surtout quand il y a des accidents sur la route de RN1 et aussi Bien sûr. RN2 où ils ne sont pas couverts. Donc, initialement, il y avait un budget de 1 500 000 euros. Et je viens du monde des télécommunications, en sachant qu'1,5 million ne couvre pas grand-chose si on veut absolument vraiment aller plus loin dans la couverture des réseaux. Et j'ai demandé auprès de l'État en fait de nous accompagner, et j'ai fait venir l'État en Guyane, notamment la NCT, de constater la difficulté que nous avons aujourd'hui en termes de couverture des réseaux. Et je n'ai pas lâché, on dit l'affaire, et j'ai de la chance d'annoncer que l'État nous accompagne à la hauteur de 10 millions d'euros, qui était un budget qui était dédié pour l'ensemble des départements d'outre-mer. Et ça a été donné à la Guyane, justement pour la couverture des réseaux RN1, RN2 et en même temps toutes les zones blanches. Donc 10 millions d'euros de la part de l'État. Qu'est-ce qui va être fait exactement pour réduire les zones blanches? La mise en place des antennes. Oui. Voilà, des antennes ils appellent ça des pylônes en fait, des couvertures des réseaux mobiles. Je le conseille à tout le monde. Il y a le site de l'ARCEP qui est assez bien fait. On peut voir en temps réel l'état du réseau mobile et Internet partout en France. Et c'est vrai que quand on regarde la Guyane, il y a encore des zones blanches rien que sur la RN1. Je l'ai fait juste avant de rentrer en studio. Surtout entre Kourou et Sinnamary et avant Saint-Laurent, on voit qu'il y a des énormes zones blanches. Et puis le plus gros du chantier, Marie-Lucienne Ratier, c'est quand même la RN2. Là, il y a quasiment rien, à part Regina, il y a quasiment rien entre Roura et Saint-Georges. 10 millions d'euros, ce sera assez pour parvenir à connecter toute la Guyane? Oui, parce que et je pense que c'est déjà très bien les 10 millions d'euros. Et ça va vraiment nous permettre de pouvoir couvrir des Saint-Laurent et à Saint-Georges. Et je voulais également annoncer que l'appel à projet va être lancé par l'État d'ici mi-octobre, ce qui va nous permettre également de démarrer les travaux pour 2024. Est-ce que vous avez déjà utilisé ChatGPT, Marie-Lucienne Ratier? Alors, je ne l'ai pas encore véritablement utilisé, mais je sais que c'est quelque chose que mon président Gabriel Serville tient à cœur. Ouais, je pose la question parce que justement, vous avez annoncé la semaine dernière une campagne de sensibilisation aux IA, aux intelligences artificielles. C'est pour faire quoi exactement? Alors, l'objectif en fait aujourd'hui, c'est d'accompagner la Guyane dans l'utilisation de l'intelligence artificielle dont j'ai la chance de partir dans 2 jours. Convié par l'État, justement, comment utiliser au mieux l'intelligence artificielle, comment accompagner la population sur l'utilisation des ChatGPT. Voilà. Donc aujourd'hui, la seule chose que je sais que ça peut accompagner à la fois sur la formation et l'éducation, sensibiliser aussi l'acceptation et l'opportunité également pour les entreprises, justement là-dessus, dans la rédaction de leur compte rendu, par exemple, et aussi au niveau de tout ce qui est données santé ou éducatif. Oui, parce que les intelligences artificielles sont quand même une nouvelle source d'incompréhension pour beaucoup de monde. Exactement. On parle souvent, et c'est ce qu'on fait depuis tout à l'heure, des manquements des équipements, des infrastructures sur le numérique en Guyane, mais il y a aussi tout ce qu'on appelle les comportements, la manière d'utiliser Internet. Et là, il y a de nombreuses personnes qui se sentent parfois un petit peu exclues de tout ce qui se passe numériquement et virtuellement. Exactement. Est-ce que vous craignez que l'arrivée massive des intelligences artificielles fasse que cette fracture numérique se creuse de plus en plus entre d'un côté ceux qui savent les utiliser et de l'autre ceux qui n'en seront pas, peut-être pas les victimes, mais en tout cas qui auront du mal à s'y habituer? Justement, c'est pour cela en fait que le président Gabriel Serville veut absolument qu'on prépare la population sur l'utilisation de l'intelligence artificielle, que nous allons travailler avec Guaclic, parce que Guaclic est notre partenaire, qui accompagne l'ensemble des jeunes qui sont à l'intérieur de la Guyane, éloignés, qui n'ont pas cette possibilité de se familiariser avec les numériques. Et je pourrais vous dire davantage d'ici mon retour
le mois prochain ou avant la fin de l'année. En quelques mots, il est déjà 7h31, Marie-Lucienne Ratier, un campus de la cybersécurité également, il y a un lien entre ça et ce qu'on a dit sur l'intelligence artificielle, ou c'est un autre projet qui n'a rien à voir? C'est un autre projet c'est totalement différent. C'est quoi exactement? Alors, si vous voulez, aujourd'hui, en fait, il y a la collectivité territoriale qui est administrateur de l'association de la CIB et on participe pour le développement et l'accompagnement de cybersécurité de département de la région Guadeloupe, Saint-Martin et la Guyane, Oui. et que l'année prochaine, ça sera en fait la Guyane qui va présider en fait la CIB. Et justement pour la mise en place je souhaite moi mettre en place un campus dédié à cybersécurité pour pouvoir accompagner également aussi les jeunes et sensibiliser la population en termes de sécurité des données. Merci beaucoup Marie-Lucienne Ratier d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle, présidente et pas directrice, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la SPLANG, la Société publique locale pour l'aménagement numérique de la Guyane. Merci encore, très bonne journée à vous. Au revoir.